Je t'aurais attaqué sur ta moustache direct, frérot, mais bon. Je suis pas lui. Je suis pas lui, je suis pas lui. Le problème, c'est que t'es pas lui, mon frérot. Bah, les gars, on va commencer. On va faire la partie basket avec effectivement ceux qui sont avec nous et on va aller sur ce monsieur, Joachim Noah, un Frenchie pas comme les autres, en effet. Joachim Noah, qui devrait vraisemblablement prendre sa retraite. C'est ce qu'a annoncé son agent par média, notamment sur ESPN, où il a annoncé justement que le Français de 35 ans tirerait certainement sa révérence dans les jours à venir. Lui qui avait rejoint les Clippers justement pour les playoffs dans la bubble à Orlando. Il n'aura d'ailleurs Yes. joué aucun match des playoffs, hein, pas, en tout cas pas à ma connaissance. Je l'aurais pas vu une seule fois sur le terrain. Bon, Joachim rien, Noah, rien de c'est remarquable en tout cas, en tout s'il a cas, montré. ouais, rien de remarquable. Je l'ai beaucoup vu sur le banc, en train d'haranguer les foules, mais très très peu sur le terrain. Joachim Noah, 35 ans. Joachim Noah, effectivement, drafté en 2007, drafté par les Bulls. Un joueur qui aura marqué effectivement l'histoire des Bulls des années 2010. Un joueur qui aura marqué également ton histoire, toi qui es fan de la franchise de Chi-Town, la franchise de Derrick Rose, de Michael Jordan. Je voudrais savoir ce que ça t'a fait en apprenant la nouvelle, d'entendre que voilà, qu'une de ces légendes, quand même mine de rien, allait quitter le monde du basket. Bien sûr, ouais, légende en gros des Bulls 2010, enfin des Bulls modernes, et légende surtout en tant que joueur français qui évolue en NBA, parce que il a une grosse place là-dessus, mais je reviendrai un peu là-dessus prochainement. J'avais déjà fait mon deuil, je pense, Ouais, de, de Joachim Noah, sa carrière, j'ai déjà fait le deuil parce que quand il est parti de Chicago, malheureusement, ça s'est mal passé par la suite, notamment son corps qui a pas forcément suivi, il n'a pas forcément été le plus exemplaire, il s'est fait choper par la NBA pour contrôle antidopage. Je crois que ça avait aussi un rapport avec la marijuana. Bref, ouais, 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 bien sûr, bien sûr. en gros, après Chicago, rien de glorieux. Donc je pense que mon deuil était déjà fait, mais ça me rappelle quand même de bons souvenirs. C'est un des mecs qui était présent et qui était acteur majeur quand j'ai regardé la NBA, quand j'ai commencé à regarder la NBA. Il était clairement là. Il était clairement là, notamment, je pense que, comme tu l'as dit, il a remporté le championnat NCAA, donc Bien ça a sûr, commencé bien sûr. tôt. Ça a commencé Et tôt. Je te prends là-dessus, Thibodeau. Tu parlais tout à l'heure d'un joueur français. Pour toi, une bien légende sûr, française en NBA. Je pense que c'est très important de le rappeler. Alors oui, il n'est pas né en France, il est né à New York. C'est ce que j'appelais moi souvent un franco-américano-suédo d'origine camerounaise, hein, il faut le rappeler. C'est le fils de Yannick Noah. Mais c'est d'abord une légende française parce que c'est certainement le meilleur joueur français de l'histoire du championnat NCAA, puisqu'il a remporté effectivement 2 fois le trophée NCAA avec les Florida 14 à l'époque, coaché par Billy Donovan, en compagnie ouais. notamment d'Aloford. Où Ouais. il était élu meilleur joueur du championnat NCAA en 2006, hein, notamment. Ouais. Et meilleur marqueur. Ouais, meilleur marqueur en plus de ça Meilleur l'année dernière. marqueur, Ouais, non, putain. non, Ouais. c'est quand même pas rien. En championnat universitaire, il a quand même laissé son empreinte, euh, chose que très très peu de Français ont réussi à faire. Euh, Après, en NBA, c'est marrant parce que un truc qu'on oublie de dire, Tipeee, ça c'est sûr et certain que c'est le meilleur basketteur français de tous les temps. Mais individuellement, sur une saison, on pourrait se dire que Noah est allé plus loin quand tu sais que Tipeee s'est arrêté cinquième au titre de MVP. Ouais. C'est sa meilleure perf en saison régulière, hein, j'entends. Et Joachim Noah est arrivé quatrième de ce classement en 2013-2014. Donc la Euh, saison, il a le DPI. Exactement, la saison où il est défenseur de l'année, la saison où les Bulls terminent quatrième de conférence Est avec un Derrick Rose qui joue malheureusement que 10 matchs parce que à nouveau une saison flinguée par les blessures. C'est une saison où il est omniprésent chez les Bulls. Omniprésent, j'insiste bien parce que c'est vraiment ça qui l'a fait monter quatrième au classement du MVP cette saison-là. Derrière, LeBron James, Kevin Durant, Blake Griffin qui à ce moment-là était quand même un monstre. Mhm. Euh, c'est un joueur qui était meilleur passeur de son équipe. Bah justement, Thibodeau, parle-moi un peu de son profil, parce que moi, c'est ce qui m'a impressionné chez lui. C'est quand même un gros bébé, 2 m 11, plus de 100 kilos et de loin, mais un joueur capable de bouger latéralement, capable de passer, capable aussi de scorer. Alors oui, c'était pas Bien sûr. forcément du 20-25 points, mais il était en fait complet. Et surtout, moi, c'est un joueur qui m'a tué parce que il a eu 7 triple-double au cours de sa carrière. 7 triple-double. Pour un big man, c'est très très fort. Ouais. Un mec que tu. Alors, sur le profil, en gros, je dirais que c'est un mec que de prime abord, tu as l'impression qu'il n'est pas du tout à l'aise avec son corps, avec le fait de dribbler. Mais c'est un mec qui n'a peur de rien.
qui n'a peur de rien, qui passe au-delà de défauts qu'il aurait pu avoir. Et voilà, il dribble pas joliment, mais c'est efficace. Il fait des passes. Il était à 5,2 passes D donc sur cette Ouais, saison-là. bien sûr, bien sûr. Meilleur passeur de l'équipe. Ouais. C'est très, très rare de voir un joueur pivot meilleur passeur de son équipe. Et en plus de ça, une équipe qui avait un ratio de victoire de 58%. Donc, qui était vraiment dans le positif. C'est pas juste par manque, en gros, de mieux. C'est que le mec, c'était comme ça que jouaient les Bulls parce que justement, il avait cette capacité de créer le jeu et de faire jouer les autres en tant que pivot. Et donc, c'est ce côté triple-double qui m'aura vraiment marqué dans son style de jeu. Un shoot dégueulasse, mais voilà, il n'hésitait pas à les prendre quand il le sentait. Il en mettait certains. Lancer franc, pareil, dégueulasse, mais les pourcentages étaient très corrects quand tu Ouais, vois, quand tu vois ce que peuvent faire certains autres avec un geste beaucoup plus beau. C'est ça qui est fou, c'est qu'il avait des meilleurs pourcentages. Alors oui, effectivement, il avait cette mécanique de shoot assez étrange pour un joueur qui avait quand même de bonnes mains. Mais quand tu regardes son pourcentage en fait au lancer franc, il est meilleur que celui de LeBron. Il tournait à 75% en fait au lancer franc, Joachim Noah. Ouais. Donc c'est aussi ça qui est assez intéressant. Je voudrais justement qu'on revienne rapidement sur son parcours en playoff parce que je évoque notamment cette année 2013-2014 où il finit DPOY, défenseur de l'année. Je crois qu'il est aussi All-Star. Il a été 2 fois All-Star au cours de sa carrière. Ouais. Mais en playoff, c'était un peu plus compliqué. À part cette finale en 2011 où ils perdent 4-1 avec Derrick Rose, avec Luol Deng et aussi Bedozo Bea, j'oublie son nom. Carlos Boozer, effectivement. À part ça, il y a quand même eu des désillusions, notamment en 2013-2014, où vous perdez contre les Washington Wizards et où l'aîné mange Joachim Noah. Ouais. Après, le problème, c'est que, comme tu le dis, il y a eu cette saison 2011 qui a été fantastique, où ils terminent premier de la saison régulière et derrière, ils se font éliminer par LBJ. Mais voilà, ça arrive quand tu sais quel joueur est LeBron James, t'as aucune honte à avoir là-dessus. Et qui est à côté. Ouais, plus de ça. En plus de ça. Et derrière, c'est vrai qu'il y a eu des désillusions, mais notamment cette saison qui pour moi est vraiment sa saison référence, comme l'a dit Teddy Ted, notamment en 2014, c'était vraiment au top du top. Bien sûr. C'est dommage qu'il ait eu si peu. Enfin, c'est dommage déjà. On connaît le contexte, c'est Derrick Rose, ses blessures, etc. Jimmy Butler n'était pas le joueur qu'il est actuellement. En fait, c'était vraiment Joachim Noah en numéro 1 pour faire gagner les Bulls. Et je pense que c'était trop compliqué. C'était trop compliqué d'avoir un joueur comme ça pour mener ton équipe en solution numéro 1 en attaque, faire tourner le jeu, etc. On lui demandait trop. Après, il a quand même rendu une très belle copie, mais c'était pas un système viable pour jouer les playoffs et aller performer en playoffs. Il était trop peu assisté aussi, je pense, à ce niveau-là. Oui, mais l'absence de Derrick Rose, quand même, a posé énormément de problèmes. Je me souviens de plusieurs meneurs qui sont passés par la franchise entre-temps pour combler l'absence de Derrick Rose. Tu as eu Nate Robinson et cette fameuse série contre les Nets en 2013 à l'ancienne, frérot. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, Nate Robinson, tu as eu Gigi Augustin, tu as eu Aaron Brooks qui est maintenant du côté des Knicks avec Thibodeau dans son staff. Donc voilà, il n'a pas forcément eu aussi toujours les meilleurs meneurs à côté de lui pour pouvoir performer, mais toujours est-il qu'il a, comme tu dis, il a jamais eu peur. Il a eu un très fort caractère et il les a portés tout simplement. Est-ce que tu penses qu'avec Luol Deng, avec Carlos Boozer et Derrick Rose, ils auraient pu aller chercher une finale NBA? S'ils avaient tous été en forme et en bonne santé, est-ce que tu penses que Ouais. Après 2011, t'entends, j'imagine? Genre sur la continuité, si l'effectif allait continuer de tourner? Frérot, en 2012. Parce qu'en 2012, ils font premier tour de playoff contre les Sixers. Et là, c'est là où Derrick Rose se blesse et ils perdent derrière la série. Est-ce que tu penses que cette année, c'était la bonne? J'aime le croire. Je pourrais jamais te répondre de manière affirmative, on va dire. Mais j'aime le croire parce que c'était une équipe qui avait quand même tout au final, qui était quand même vachement complémentaire. C'était rempli de soldats parce qu'il n'y avait pas que Joachim Noah, même si c'est très, très, très important. Et je pense qu'on va se faire le plaisir de revenir sur son côté guerrier, trash talker, etc. Mais c'était une équipe qui était complète, un coach qui correspondait parfaitement à la mentalité de l'effectif au complet. Je pense que quand même, il y avait le talent pour aller chercher une finale NBA et c'est dommage que ça a été plombé par les blessures. Bien sûr. Et son choix d'aller aux Knicks, est-ce que tu l'as compris?
Est-ce que tu as compris ce choix de partir? Alors oui, bien évidemment, il y a le salaire, Bien 72 sûr. millions de dollars sur 4 ans, je crois. Mais le fait d'aller dans une franchise qui, à l'époque, ne jouait plus rien, Ouais. était dans un marasme. Alors oui, il y avait peut-être Melo, il y avait peut-être, on va dire, l'étoile montante KP, mais il y avait dalle que, il y avait que dalle. Et le fait finalement de mettre entre parenthèses sa carrière, est-ce que tu l'as compris ça, alors qu'il aurait pu peut-être aller ailleurs et chercher pour le coup le titre? Parce que Tipeee a le titre, pas lui. Il n'a pas de Ouais. finale NBA, tu vois? Tout à fait, tout à fait. Non, c'est vrai, mais comment justifier ce choix? On va dire que je pense qu'il était aussi dans un marasme, lui, quand tu dis que New York, euh, très intéressant ce que dit Ted, je vais revenir là-dessus. New York, il était dans le marasme, lui aussi. Il faut savoir qu'à à ce moment-là, il commence à être remplacé par Nikola Mirotic. Ouais, Tiens, ça t'en dit long sur le niveau de Joakim Noah sur la fin des Bulls. Et New York, comme le dit Teddy, c'était un choix de cœur. Tu sais que le mec est fan de cette équipe depuis toujours, qu'en gros, il a connu la NBA en regardant les Knicks notamment. Donc tu sais que c'est un choix de cœur, ça se comprend. Et puis, quand le chèque derrière suit, que tu es sur la fin de carrière, que ton niveau de jeu est bancal, et qu'à New York, il fait la folie de te proposer ce montant, ouais, forcément, tu prends. Forcément, tu prends. Après, je pense que ça soit à New York ou dans une autre franchise, il aurait galéré parce qu'il était plombé par les blessures. Et notamment, ouais, il n'était pas très assidu sur sa fin de carrière. Après les Bulls, il y a eu un avant-après de tout ça, tout simplement. ouais, il y a certainement eu une fatigue mentale. Il y a eu une explosion effectivement du groupe, le fait que Derrick Rose soit parti, que Luol Deng aussi soit parti, l'un des premiers, je crois, à avoir quitté le bateau Bulls avec Carlos Boozer. Tu disais tout à l'heure le fait qu'il soit remplacé par Nikola Mirotic. Et justement, Nikola Mirotic, c'est un peu ce joueur moderne, en fait, finalement. Ce 4 qui stretch et qui shoot. Est-ce que tu penses que Noah, s'il n'a pas su garder sa place en NBA, c'est parce qu'il n'a pas su se renouveler et que finalement, il n'a pas survécu au small ball et au règne du 3 points, selon toi, Thibodeau? Intéressant. Je commencerai par dire que je pense qu'on reverra pas Tito si ce n'est jamais une équipe jouer comme les Bulls jouaient quand Noah était le patron. C'est-à-dire avec un pivot qui faisait tout, avec les joueurs en gros qui oscillaient avec des moyennes de scoring à 12, enfin entre 10 et 15 points en gros. Je pense qu'on ne verra jamais ça. Tout simplement, même un profil à Joachim Noah, c'est assez fou comment il Ah ouais, évoluait sur ouais. le parquet NBA. Je pense qu'il a été victime, comme tu dis, du small ball, ça s'entend tout à fait. Mais s'il avait continué d'être aussi dominant physiquement, euh, aussi physiquement et mentalement, je pense qu'il aurait quand même eu une belle fin de carrière et qu'il aurait survécu à ce small ball. Peut-être pas dans toutes les franchises, mais il aurait fini par trouver sa place. Il aurait pu jouer dans une franchise sans problème. Donc pour toi, je check vite fait le live, effectivement, parce qu'il est assez fourni, ok. Je regarde vite fait. Ouais, c'est ça, c'est Teddy. Je sens que Noah l'a marqué. Non, mais ça fait plaisir parce que De ouf. ce qui est cool, c'est de partager des moments, en fait. Au fond, c'est ça. Au fond, on peut tous avoir nos points de vue sur les sportifs, mais ce qu'est Noah pour toi, ce n'est pas forcément ce qu'est Noah pour moi, tu vois. Mhm. Moi aussi, quand j'ai mon premier match de NBA, où je me suis vraiment assis, je me suis dit, je vais mater un match de NBA et je vais en faire ma passion. C'était effectivement un Bulls hit. À l'époque, il y avait Boozer, il y avait tout le C'était monde, il y avait toute la excellent. Cette clique. période-là, Ouais, je l'ai fumé et je me souviens, il y avait une embrouille. Il y a eu une embrouille entre Boozer et LeBron. LeBron avait pris une technique sur ce match-là et ça m'avait marqué. Et c'est vrai que ouais, Noah, c'est aussi des belles années. Mais justement, est-ce que tu penses pas qu'à 35 ans, alors oui, 35 ans, c'est un âge avancé en NBA, mais quand tu vois ce qu'il a fait à Memphis, quand tu vois en gros les stats qu'il a pu avoir, je crois qu'en 16 minutes, il tournait à 7,5 points, 6 rebonds, 2 passes D. C'était quand même convenable en 16 minutes à Memphis. Est-ce que tu ne penses pas qu'il soit parti plus tôt, qu'il est parti plus tôt? qu'il est parti trop tôt. Trop. Est-ce que tu ne penses pas effectivement? Enfin, Je suis ouais, embrouillé. Non, quand ça, tu vois ça, ces ça, stats, ça quand tu... s'entend, hein, non, on peut penser ça. Après, comme tu l'as ouais, dit, je pense que c'est un joueur qui a ouais, connu, en gros, les sommets, quand même ouais, quatrième au MVP derrière des monstres. Tu vois, c'est un mec qui avait un certain statut à un mm, moment donné, et quand tu vois, en gros, son comeback à Memphis, c'est dans sa ouais. mentalité. Mais je pense qu'il y a eu un ras-le-bol, une espèce de fatigue C'est mentale. ça. C'est ça que je pense. C'est ça aussi que je pense. C'est que déjà, il faut pas oublier, frérot. Et c'est pour ça que je te demande si tu penses qu'il n'est pas parti trop tôt. C'est parce que non seulement il y a eu ces stats effectivement chez les Grizzlies, qui sont des stats convenables. Hein.
tu fais ces stats-là, normalement, tu es sur le banc d'une franchise, mais surtout le fait qu'il ait approché les Lakers au début de la saison dernière. Il était en ballottage avec Dwight Howard. Les Lakers ont choisi Dwight Howard. Puis après, avec les Clippers, ça fait un fiasco. Ça perd en Game 7 face aux Nuggets. Il est cut. Il est remplacé par Batum. Symboliquement, je pense que mentalement, ça a dû... C'était la fin. Non, mais je pense qu'à posteriori, les Lakers ont fait un bon choix. Ça aurait pu marcher avec Joakim Noah aussi, mais voilà, c'était la fin de sa carrière NBA. Après, tu sais que c'est un mec qui a beaucoup de hobbies en dehors du basket. Tout à qui fait. s'intéresse à plein de choses. Exactement. Qui a des associations dont je te laisserai parler par la suite. Ouais, bien sûr, brièvement. Il a pas besoin, c'est pas ce genre de joueur qui ont besoin du basket pour, tu vois, il a pas besoin de pousser jusqu'à 40 piges pour se dire, OK, vas-y, c'est bon, j'ai fait mon temps. Comme j'ai d'autres activités. Mais LeBron, il est dans d'autres débats, frérot. Mais, je pense que, en gros, c'est un mec qui, il vivra très bien son après carrière, sûr. En fait. Il est bien entouré. Je me fais aucun doute pour lui là-dessus. Il est bien entouré. Je voudrais qu'on parle un peu, nous, des moments qui nous ont fait vibrer avec lui, et notamment son côté trash talker, et notamment avec, pour moi, voilà, le meilleur joueur actuellement, LeBron James. Tu sais, ce que je pense, c'est que parmi tous les trash talkers que LeBron a pu rencontrer sur le parquet, pour moi, Joakim Noah fait partie du top. Il y a eu Kevin Garnett, Paul Pierce, il y a eu Draymond Green. Pour moi, Joakim Noah, il est avec eux. Il est avec eux parce que le mec, clairement, il lui manquait de respect. Il lui rentrait dans le lard. Je voudrais que tu m'en parles. Il n'avait rien à foutre. Je suis français, je t'emmerde. Il y a quoi Dans tous ceux que tu as cités, je pense que c'est peut-être celui qui le méprisait, mais genre vraiment, tu vois, genre en mode je t'insulte de pussies, il y a rien. Ça joue, avantage. T'es no one, tu vois, genre en mode pussies, tu vois. C'est vraiment réducteur, ça s'attaque à l'homme, vraiment c'est personnel comme insulte, tu vois. C'est pas rien, c'est pas juste en gros t'es soft dans le basket, non, c'est pussies, tu vois. Genre, c'est vraiment, je m'attaque à l'homme. Et tu vois, quand tu dis Draymond Green, il y a un vrai respect. Il y a un vrai respect. Ils travaillent ensemble, ils font du business ensemble. Voilà, il y a ce côté-là vraiment respectueux. Quand tu vois Joakim Noah qui s'attaque à LeBron, rien à foutre. Quand tu vois Joakim Noah, et ça, j'ai adoré, je le remercie pour ça. Quand il était en camp d'entraînement, il y a un été ou deux avec Devin Booker. Faut qu'on parle de cette putain de séquence. Oui. Gros, quand je vois, en gros, pour la faire courte, match d'entraînement, Devin Booker est pris à 2 sous ordre de Joakim Noah. Et Devin Booker dit, on est en match d'entraînement, tout ça, viens, on fait pas de prise à 2 sur moi. Et là, t'as Joakim Noah qui dit, yes, we do this. Yes, we do. Rien à foutre, en fait. C'est un mec match d'entraînement. Pas match d'entraînement, il joue, il est compétitif, il va te marcher dessus s'il le faut, il va te trash talker, il en a rien à foutre. Ça va me manquer vraiment ce côté-là où il y avait l'esprit de compétition ultime. Et je pense que de tous les mecs qu'on parlait de Joakim Noah, c'est ce qui reviendra le plus, c'était le compétiteur ultime, ce mec-là. C'était vraiment ça, c'était l'envie de gagner. Et c'était pas forcément le basketteur le plus exceptionnel, mais s'il fait la carrière qu'il a fait, c'est vraiment grâce à ça. Je pense que c'est le moteur numéro 1 de sa carrière, c'est la mentalité du mec. C'est ce que je retiendrai le plus de lui, même avant son côté alien. Son côté, en gros, le mec correspond pas du tout à ce qu'il produit sur le terrain. Tu vois, son comment il se déplace, etc. Sa mentalité, c'était ouf. Ouais. Il attire d'ailleurs certainement de son père, de son grand-père. Hein, il faut rappeler, donc fils de Yannick Noah, petit-fils de Zachary Noah. J'espère que je ne me suis pas trompé sur le prénom. Ancienne gloire de Saint-Étienne, Camerounais. Moi, je les connais de loin. C'est vrai qu'ils sont originaires de la même ville que mes parents et ils sont très attachés à leurs racines. Yannick Noah a ouvert un club de tennis à Yaoundé, capitale politique du pays. On sait que Joachim est très impliqué sur le développement du basket camerounais avec Luc Bahamouté, avec Pascal Siakam, Joel Embiid. Voilà, c'est ça aussi l'avenir de Joachim Noah. C'est aussi de développer le basketball, notamment au Cameroun, comme d'autres joueurs d'origine africaine sont en train de le faire. On voit Masséou Ujiri avec Basketball Without Borders. On voit Serge Ibaka au Congo-Brazza. C'est aussi ça l'avenir de Joachim, certainement s'impliquer différemment
dans un sport qu'il aime, et aussi effectivement avoir d'autres passions comme tu l'as dit, puisque il est très très fan d'anthropologie, il est polyglotte, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Bref, c'est quelqu'un moi qui m'a fait marrer parce qu'il me rappelle un peu le Cameroun, parce qu'il a un côté très camerounais. Alors ça ne peut ne pas parler aux auditeurs et aux viewers, mais il a ce côté impertinent, il a ce côté audacieux, il a ce côté insolent que tu retrouves chez Samuel Eto'o, chez d'autres gloires camerounaises que nous on appelle la coche. Voilà, c'est le fait de, hey, poto, t'as beau être un roi, poto, tu seras toujours assis que sur ton cul. Et donc c'est ça. On en a rien à branler. T'as beau être un roi, mais tu ne seras toujours assis que sur ton cul. Et c'est par là que je terminerai avec Joachim Noah, un Frenchie effectivement à part. N'oublions pas aussi, frérot, on terminera par là, son parcours en équipe de France. N'oublions pas quand même, il a quand même joué avec l'équipe de France. En 2011, il gagne la médaille d'argent. C'est vrai que c'était avec Joachim Noah, il y avait ce côté, tu viens pas. Il aura jamais joué les JO avec la France. Parce que voilà, peut-être qu'il ne sera pas vraiment senti finalement très français de par son parcours aussi de vie. Ouais, puis c'était vraiment le plus américain des Français dans le sens où il a mis sa carrière NBA sur le premier plan. Tout simplement, là où tu vois des mecs comme Tony Parker, comme Nicolas Batum, qui dès qu'ils peuvent aller jouer en équipe de France, l'ont fait direct. Lui, c'était d'un premier point, je crois, il y avait une signature de contrat qu'il a fait rater. Oui, tout à fait. Bien sûr. Compétition majeure. Et puis derrière, c'était quand tu connais l'état de Chicago, au moment où on avait besoin de Noah en équipe de France, tu peux comprendre qu'il s'est dit, vas-y, je fais ma préparation physique correctement pour être en forme avec les Bulls la saison prochaine.